Je donne maintenant la parole à son Excellence Vladimir Makey, ministre des Affaires étrangères du Bélarus. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'humanité n'a qu'un seul passé, mais elle a de nombreuses options possibles pour l'avenir. L'histoire est telle que nous ne pouvons connaître les conséquences que des actions qui ont eu lieu et non pas des actions qui ne se sont pas concrétisées. À quoi ressemblerait notre monde aujourd'hui si ce coup de feu mémorable n'avait pas eu lieu à Sarajevo il y a 100 ans, ce coup de feu qui allait changer irrévocablement le cours de l'histoire? Ce coup de feu a déclenché des processus que nous ne comprenons pas encore pleinement jusqu'à aujourd'hui. Des questions d'honneur clés pour les États européens ont par la suite pris le pas sur le bon sens et sur toutes les autres considérations. Des millions d'individus ont payé de leur vie cet honneur hypocrite. Malheureusement, cette tragédie ne s'est pas arrêtée là, étant donné que les leçons de la Première Guerre mondiale n'ont pas été assimilées. Cela a mené à une autre guerre sanglante mondiale qui a coûté encore davantage de vies humaines. Ce coup de feu à Sarajevo n'a marqué rien de moins que le point de départ de la période la plus sanglante de l'humanité. Pour le Bélarus, cette période a également été la plus meurtrière de l'histoire de notre pays. Nous nous trouvons au centre de l'Europe, au carrefour même des intérêts géopolitiques, et le Bélarus a perdu un tiers de sa population au cours de la Seconde Guerre mondiale. Même aujourd'hui, alors que le pays a derrière lui 20 ans de développement stable et réussi, nous ne sommes toujours pas parvenus à nous remettre des pertes incommensurables subies, ni sur le plan physique, ni psychologique, ni émotionnel. Cette année, la République du Bélarus célèbre le 70e anniversaire de la libération par rapport aux occupants fascistes. Il s'agit d'un anniversaire important et symbolique pour notre pays et nous nous souvenons donc de toutes les victimes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de la nation. Dans ce contexte, nous ne comprenons pas les différentes tentatives visant à réviser l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous les condamnons fermement. Nous condamnons ces tentatives visant à réduire l'importance de la Grande Guerre et ternir la mémoire de nos héros. Le monde ne doit pas le permettre. En effet, le verdict de l'histoire est sans équivoque. Si l'humanité ne tire pas les leçons des tragédies passées, elle est vouée à répéter ses erreurs. Tournons-nous à présent vers l'avenir à la fois proche et lointain, et ce précisément aujourd'hui, alors que nous en arrivons au centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Que peut-on déduire des tendances mondiales actuelles? La dynamique de la politique mondiale actuelle est sans aucun doute définie par une multitude de facteurs. Et parmi l'un de ces facteurs déterminants, nous voudrions citer la réticence d'une majorité de la population de la planète à ce qu'on lui impose quoi que ce soit venu de l'extérieur. En effet, comme par le passé, les puissants du monde continuent de penser que c'est précisément leur conception du monde, leur modèle, qui est universel. Ils ne demandent pas au reste si cela leur plaît, ce que l'on appelle la démocratie libérale ou encore le consensus de Washington. Les autres n'ont d'autre choix que d'adopter les recettes qu'on leur propose ou alors de se préparer aux conséquences qui sont des menaces, des sanctions, les révolutions colorées. Pour être honnête, nous, qui sommes la majorité, nous nous sommes habitués à ce qu'on nous impose ces modèles économiques et politiques venus d'ailleurs. Nous comprenons parfaitement quel en est le but. On veut que nos peuples ne puissent prendre soin d'eux-mêmes, mais qu'ils soient au contraire au service des grandes entreprises capitalistes. Et si nous nous y opposons, on nous punit. L'excuse en est toujours fabriquée, les violations des droits de l'homme commises par des États voyous. Le Bélarus, le Venezuela, l'Iran, Cuba ont fait l'objet d'attaques venant de l'extérieur pendant de longues années et nous ressentons donc tout particulièrement cette pression. Un autre facteur tout aussi dangereux, ce sont les tentatives auxquelles on assiste ces derniers temps d'imposer d'autres facteurs venus de l'extérieur à notre identité. Et on nous impose des préférences culturelles venues d'ailleurs. Par exemple, on nous force à renoncer à notre valeur traditionnelle de la famille et à reconnaître à la place de cette institution une variété de formes. En d'autres termes, on s'efforce de nous priver de notre propre âme. C'est une autre manière d'opprimer les opposants de l'idéologie du capital et d'en faire des esclaves dépourvus d'âme. Nous sommes convaincus que cela ne nous mènera à rien. En effet, le monde se développe précisément parce qu'il existe de la diversité. C'est précisément cette diversité qui donne lieu à une compétition saine et à la créativité qui, à son tour, favorise le progrès de l'humanité.
Nous n'avons pas besoin d'uniformité, ni du monde qui en découlerait, un monde sans âme, un monde frivole, bien entendu. À cet égard, je voudrais m'adresser à ceux qui, jusqu'à présent, s'efforcent d'imposer à d'autres de faire quelque chose de désagréable. Abandonnez cette politique vaine, cette politique insensée, cela ne nous mènera qu'à l'impasse. De telles actions ne font que diviser le monde. Nous avons trop de problèmes mondiaux communs, nous devons les résoudre dans l'unité. À l'heure actuelle, nous avons deux démarches qui définissent la politique internationale. La capacité à mettre en œuvre des changements et la capacité à faire entrave aux changements. Bien entendu, d'un côté, un pays ou un groupe de pays peuvent sans aucun problème paralyser les actions de la communauté internationale. D'un autre côté, aucun pays, aucun groupe de pays à lui-même, peu importe la puissance de ses États, ne peut changer le statu quo sans la coopération du reste du monde. Il s'agit là du paradoxe de la mondialisation. Nous sommes devenus trop connectés, nous sommes devenus trop interdépendants. Malheureusement, cela s'applique également aux défis mondiaux. Eux aussi sont connectés les uns aux autres. Dans le monde d'aujourd'hui, il est impossible de parvenir à quoi que ce soit dans un domaine si on ne fait pas de progrès dans d'autres domaines. Par exemple, il sera impossible de trouver une solution à la menace que représente la traite des êtres humains si nous ne pouvons pas éliminer de façon efficace le problème de la pauvreté. En d'autres termes, les stratégies de lutte contre tous les défis mondiaux ne seront efficaces que si elles sont véritablement globales en portée et globales en attention qu'on leur prête. Soyons réalistes et reconnaissons que l'on ne pourra sans doute pas éliminer tous les problèmes du monde une fois pour toutes. Nos efforts collectifs doivent plutôt viser à réduire le degré de menace qu'elle représente pour l'humanité et d'y œuvrer sans relâche. C'est précisément cette conviction qui doit motiver nos efforts collectifs dans l'élaboration du programme de développement pour l'après 2015. Ce programme de développement doit être réaliste et global. Le principal objectif de ce futur programme de développement doit être de faire de la mondialisation un processus plus équilibré, plus juste qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Lorsque les gens dans le monde entier descendent dans les rues et protestent contre la mondialisation, ils ne proposent pas qu'on en revienne à un nationalisme étriqué. Non, ils exigent plutôt qu'on améliore la mondialisation et que l'on en assure une forme durable qui véritablement profitera à tous. Le principal écueil, c'est les inégalités croissantes dans le monde. Nous sommes confrontés à une situation paradoxale. Nous avons fait des progrès considérables ces derniers temps dans le renforcement de toute une série d'égalités, par exemple égalité homme-femme, égalité raciale, égalité ethnique. Mais d'un autre côté, on assiste à un essor des inégalités économiques. La communauté internationale doit inverser la tendance. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas éliminer la pauvreté. Le changement climatique est un autre défi majeur. Il est lié à d'autres problèmes tels que la consommation d'énergie, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eau. Il est indispensable de refléter cela pleinement dans le prochain programme de développement. Il ne faut aucun doute que d'autres domaines d'activité doivent également avoir leur place dans ce document. Dans ce contexte, la République du Bélarus accorde la plus haute importance à un domaine tel que la lutte contre la traite des êtres humains et le renforcement de l'institution qu'est la famille traditionnelle. Nous avons remporté des succès considérables au niveau national dans ces domaines et nous pouvons donc proposer à nos partenaires des voies efficaces de résoudre à long terme ces défis mondiaux. Nous devons également, dès aujourd'hui, penser à la mise en œuvre du prochain programme de développement. Nous sommes convaincus que cette mise en œuvre doit se faire par le biais d'instruments et de partenariats mondiaux thématiques. Dans le monde actuel, il y a une multitude d'acteurs, une multitude de menaces également. Et seuls des partenariats efficaces entre les États, entre les organisations internationales, avec la société civile et le secteur privé, seuls ces partenariats nous assureront le succès pour résoudre tous les problèmes que rencontre le monde. Les États doivent être les principaux de ces partenaires et ces États doivent être responsables, forts, et ce n'est que de la sorte que l'on pourra résoudre à long terme toutes les questions qui se posent dans le programme de développement pour l'avenir. Ces États forts, souvent, en effraient de nombreux autres sur le terrain parce qu'on a peur qu'ils abusent de leur pouvoir et portent atteinte aux individus. Mais regardons ce qu'il en est de l'autre côté. Que peut-on ressentir lorsqu'il n'y a pas d'État puissant, justement, lorsqu'il n'y a personne pour protéger du chaos, de l'impunité et du désordre?
Je pense précisément que la communauté mondiale a besoin d'États stables et cohérents pour le préserver des crises internationales. Le peuple du Bélarus accorde une grande valeur à la stabilité et au développement. Nous sommes convaincus que ces facteurs font de nous un véritable acteur responsable de la scène internationale pour la mise en œuvre du prochain programme de développement. Les Nations Unies ont un rôle particulier à jouer dans la mise en œuvre de ce programme de développement. C'est précisément l'instance universelle au sein de laquelle les gouvernements et leurs partenaires pourront véritablement le mettre en œuvre. Nous sommes convaincus que l'organisation sera à même d'être à la hauteur de cette tâche si elle s'adapte aux réalités nouvelles de la vie quotidienne. La question de la réforme et du renouvellement des Nations Unies est plus opportune que jamais, non seulement en termes d'institutions traditionnelles, mais également sur le plan conceptuel. Et c'est pour cela que nous devons nous pencher sur deux problèmes clés. Premièrement, il est indispensable de trouver des voies pratiques pour résoudre les contradictions potentielles entre certains principes de la Charte des Nations Unies, lorsque certains principes en contradisent d'autres. Et deuxièmement, il existe un autre problème, celui des conséquences négatives des actions soi-disant bénignes adoptées au niveau international sous la houlette de l'ONU. Très souvent, dans la pratique, cela ne mène qu'au chaos, qu'au désordre et qu'à l'afflux des réfugiés. La situation du Kurdistan en Irak est un exemple éloquent de cette politique égoïste, notamment étant donné les conséquences sur les réfugiés. Nous espérons que le prochain sommet des Nations Unies nous permettra de progresser dans cette voie. En s'efforçant de prédire l'avenir, nous devons avoir à l'esprit les mots d'un grand internationaliste de la Première Guerre mondiale, le président Woodrow Wilson, qui avait déclaré « Les intérêts de toutes les nations, ce sont également nos intérêts. Nous devons être partenaires de tous. Ce qui affecte l'humanité, c'est inévitablement notre problème. » Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Bélarus pour son intervention.